voit les performances de l'Asvel et de Monaco en Euroleague, on se demande si pour une fois, le football n'aurait pas intérêt à s'inspirer du basket. Qu'est-ce que t'en penses, Philippe? Ça peut pas faire un bon entre-deux, ça? Ah, te revoilà avec ta Super League, Vincent. Mais est-ce que tu crois que le foot et les clubs français qui marchent si bien cette année en Coupe d'Europe en ont tant besoin que ça? Entre deux. Même pas à mi-Euroleague, les clubs français, sur cette rencontre, ont enregistré 5 victoires pour l'Asvel et 4 pour Monaco, et des victoires de prestige, alors que, il n'y a pas si longtemps, sur 16 rencontres d'Euroleague, la France enregistrait entre 0 et 2 victoires. C'est dire si on avait un rôle de spectateur de cette compétition. Un spectateur qui était frustrant parce que la France est un pays de talent au niveau du basket. On a le premier contingent de joueurs non américains en NBA. Et en plus, on peut se dire comment est-ce possible qu'à ce niveau-là, eh bien, on n'ait même pas de droit télé dans notre championnat domestique. Eh bien, grâce au mécanisme de l'Euroleague qui donne de la stabilité, de la visibilité, notamment à l'Asvel qui a une licence pour 3 ans, les budgets ont changé. L'Asvel a eu longtemps un budget de 5 à 6 millions d'euros. Aujourd'hui, le budget de l'Asvel, c'est 15 millions d'euros. Avec ces 15 millions d'euros, on peut avoir des joueurs de talent. Monaco, qui aspire à avoir cette licence également, eh bien, a misé sur son effectif. Il est passé de 7 millions et demi de budget la saison dernière à 14 millions d'euros cette année. Ça lui permet d'avoir des joueurs comme James, comme Bacon, comme Hall, qui ont connu la NBA, que ce soit aux Hornets, que ce soit aux Brooklyn Nets notamment. Eh bien, mécaniquement, ça permet d'avoir du talent. Mais c'est peut-être une piste qu'il faudra creuser pour le football français, mais surtout pour le football européen, qui permettrait d'investir dans les infrastructures, mais aussi d'investir dans le sportif. À creuser donc. Alors évidemment, ça paraît très très séduisant, en tout cas en ce qui concerne le basket, ce que Vincent nous conte. L'Euroleague, qui serait en foot la Super League, apporte, c'est vrai, à ces clubs des droits télé qu'ils n'ont pas en championnat, en France en tout cas, des budgets donc plus conséquents, des investissements sur la durée quand on peut s'assurer 3 années de participation assurée comme Villeurbanne, et donc à l'arrivée des résultats grâce à cet accroissement du budgétaire. On le comprend très bien. Je crois qu'il y a des différences fondamentales avec le foot. D'abord, le foot, à l'heure actuelle, a des résultats. Alors, on peut toujours dire que c'est peut-être provisoire, puisque l'an dernier, le football français a sans doute connu sa pire saison européenne depuis très très longtemps. Mais il se trouve que celle de cette année, est la meilleure depuis très 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 longtemps, avec un minimum de défaites, des résultats qui rapportent beaucoup de points et qui devrait nous permettre de garder cette 5e place, ce qui sur 55 pays n'est pas si négligeable que beaucoup veulent le croire. Ensuite, il faut comprendre aussi que le football est construit sur un calendrier qui est délicat, parce que vous ne pouvez pas jouer au-delà de 2 matchs par semaine, ce qui n'est pas le cas du basket. On a vu une équipe moscovite jouer à la fois dans la même semaine, enchaîner les 2 matchs à Villeurbanne puis à Monaco, pour arranger un peu son calendrier. Bah oui, mais en foot, il aurait fallu rester quasiment une semaine pour qu'une équipe fasse la même chose. C'est la grosse différence. Le basket, on peut jouer tous les 2 jours. Au football, non. On est obligé de patienter davantage. Et du coup, une Super League serait une explosion du calendrier, une Super League qui ressemblerait à l'Euroleague de basket, où il y a énormément de matchs. Ce serait une explosion du calendrier que ne supporteraient pas les clubs. C'est plus facile en basket, où il y a moins de joueurs. Donc on peut sans doute faciliter les rotations et garder une équipe compétitive un peu plus facilement. En foot, c'est beaucoup plus délicat. Donc on sait très bien que le résultat d'une Super League viendrait à mettre à mal les championnats. Les championnats qui aujourd'hui apportent des droits télé très conséquents, qui font vivre énormément de clubs, qui suffisent pour faire vivre énormément de clubs, même si les gros ont besoin de la Coupe d'Europe en plus. Et donc là, on aurait vraiment une rupture dans le cycle économique du football. Et puis le dernier point, c'est qu'on est attaché au fait qu'en football, il y a une hiérarchie mouvante, qu'il y a des compétitions
plus ouverte, où on peut avoir des changements de hiérarchie importants. Alors vous me direz qu'en France, le PSG est là tous les ans. Bon, c'est bien la moindre des choses, puisque son budget est 3 fois celui du second du championnat. Donc il est tout à fait logique que le PSG soit là tous les ans. Mais au moins, derrière, il y a une rotation à laquelle on est attaché. Ça peut être Marseille, ça peut être Lyon, ça peut être Monaco, ça peut être Lille, Rennes même. Voilà, on a une rotation entre les clubs qui peuvent se qualifier pour la Ligue des Champions et encore plus pour l'Europa League. Et du coup, ça fait partie du charme de nos championnats qui sont quand même le feuilleton principal. Je crois qu'en basket, on est en train de passer là-dessus et le championnat est devenu infiniment moins important pour les deux clubs que cite Vincent que l'Euroleague. Je crois qu'en foot, ce serait très très dommageable si on cassait le feuilleton du championnat. Aujourd'hui, on va pouvoir parler avec un expert du sujet du basket notamment, Anthony Thiodé, qui a été dirigeant dans le monde du basket, avec notamment l'ASVEL, et qui connaît aussi le monde du football, qui est passé notamment au Girondins de Bordeaux, mais surtout qui est un expert de tout ce qui est relation aux fans et aux entreprises. Anthony, bonjour. Bonjour à tous. La première des spécificités de l'Euroleague, c'est une société de droit privé qui est affranchie de la tutelle des fédérations, et notamment de la FIBA, dont le capital est détenu par des clubs qui ont contribué à son émergence et qui en sont actionnaires. Il y a là-dedans de tête 10-12 clubs donc, qui sont titulaires d'une licence permanente pour jouer dans cette compétition. En complément de ces 10-12 clubs, on a des clubs qui ont des licences provisoires, dont d'ailleurs fait partie l'ASVEL, et puis des clubs qui sont appelés à participer sur une saison comme l'AS Monaco cette saison. Donc, c'est une organisation qui a maintenant une vingtaine d'années, qu'il est intéressant effectivement de scruter, de regarder, parce qu'elle peut constitue une référence dans les évolutions des structurations des compétitions des différents sports et notamment du football, puisque tu l'as dit, c'est le propos qui nous intéresse aujourd'hui, de voir si un parallèle est possible. C'est le sens de l'histoire et c'est déjà un sens qui est converti, y compris dans le football, parce que quand on regarde de près, alors qu'il s'agisse de la Ligue 1, mais plus encore quand il s'agit de la Champions League, on se rend compte qu'en fait, ce sont toujours les mêmes clubs qui participent aux compétitions. En Ligue 1, il y a eu très peu de renouvellement de clubs pour finir sur les 20 dernières années. En Euroleague, en Champions League, quand on regarde les clubs qui sont présents deuxième tour, puis maintenant à partir des huitièmes de finale, on a 90% des clubs qui sont toujours les mêmes. Donc ce sont déjà des compétitions qui sont fermées de fait, qui ont été fermés par des critères économiques, savoir les droits télé, la façon dont les droits télé sont distribués et qui permettent aux clubs jouant à la Champions League de bénéficier d'un avantage concurrentiel majeur dans leurs championnats nationaux, parce que ce sont toujours des tickets de 50, 100, 150 millions d'euros que les clubs viennent chercher dès lors qu'ils sont qualifiés en Champions League. Et quand on cumule ça d'année en année, il se crée un fossé qui fait que la Champions League, de mon point de vue, est une ligue fermée qui cache son nom, qui a été fermée par des critères économiques. C'est une fermeture qui est sans doute plus hypocrite que la Super League prétendait l'être, mais c'est une situation qui en fait répond à des exigences économiques des clubs qui sont amenés à prendre beaucoup de risques, à prendre des engagements financiers forts, et qui, s'ils n'ont pas la sécurité consistant à participer de manière pérenne au meilleur des compétitions, ne pourraient pas soutenir un cycle de croissance économique comme l'ont soutenu les clubs de la Champions League et les clubs d'Euroleague en basket, et notamment l'ASVEL. 20 ans d'histoire, tu as raison, le système des licences n'a pas été lancé au moment de la constitution d'Euroleague en 2001, ça a été lancé un peu plus tard que l'auraient prévu les instances dirigeantes de l'Euroleague, puisqu'en 2007, en fait, la France a bloqué le système de création de ces licences. De tête, ces licences ont été créées en 2009. Dans un premier temps, il y avait, je crois, 8 ou 9 sièges seulement
qui était garanti. Et puis le nombre des sièges a été croissant au fur et à mesure qu'on a avancé dans le temps. Et maintenant, sur 16 participants à l'Euroleague, il doit y avoir 13 sièges qui sont des sièges soit permanents, soit semi-permanents de 3 ans. Et plus que 3 sièges qui sont des sièges, j'allais dire, court terme. Ce qu'on en retire, c'est que malgré la résistance des instances internationales, et notamment de la FIBA, qui s'est toujours opposée à l'Euroleague, donc malgré les efforts faits par, j'allais dire, les puissances dirigeantes, in fine, l'économie s'est imposée. Parce qu'in fine, le nombre de licences permanentes a augmenté, jusqu'à parvenir à un dispositif qui est quasiment finalisé maintenant, avec sans doute dans les 2-3 ans qui viennent une fermeture complète de l'Euroleague. Donc les leçons qu'on a en tirées, c'est que c'est le sens de l'histoire, c'est-à-dire que les clubs ont besoin de ça pour se développer, parce que dans l'intervalle, le basket Euroleague a quand même connu une croissance assez vertigineuse. On est passé de budget de 15 millions d'euros à des budgets maintenant de 50-60 millions d'euros. À l'échelle des plus gros clubs, à l'échelle de la France, on est passé de 6-7 millions d'euros à une quinzaine de millions d'euros. Donc la croissance était là, sans droit télé. Une croissance qui a été construite sur des recettes primaires, à savoir la capacité de remplir des salles de plus en plus grandes. Donc le mouvement n'a jamais été arrêté, malgré un contexte très défavorable, avec encore une fois une guerre permanente menée par la FIBA. On peut en tirer la leçon que, encore une fois, les clubs, et quelle que soit la discipline, ont besoin d'avoir une visibilité qui dépasse le strict champ de la saison en cours, une visibilité qui s'inscrit dans la durée pour derrière pouvoir faire les investissements adéquats, investissements pas tant sportifs qu'investissements structurels, parce que l'Euroleague a quand même contribué à faire pousser une salle à Berlin, à faire pousser une salle à Munich, à faire pousser une nouvelle salle à Madrid, sans doute bientôt une nouvelle salle à Barcelone, 2 nouvelles salles en Turquie et bientôt une nouvelle salle à Lyon-Villeurbanne. Donc ces investissements structurels lourds qui ont été permis par la visibilité qu'on a donnée à ces clubs sur le moyen et long terme. Et c'est finalement du bon sens, hein, quand on appelle à des financements conséquents, structurels, qui sont destinés à être rentabilisés sur le moyen terme, il faut donner de la visibilité sur ce moyen terme aux clubs concernés. Merci Anthony pour tous ces éléments, et je crois que si je dois retenir une chose de ce que nous dit Anthony, c'est que c'est le sens de l'histoire et que le sujet de Super League, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on risque d'en reparler très bientôt. Merci et à très vite.